Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé hier une audience au directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont porté sur la protection de la petite enfance. Auparavant, le chef de l'État avait reçu le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Paul Numba est venu assurer le chef de l'État du soutien de l'institution à notre pays pour la stabilité et la relance de l'économie, compte rendu Bourama Traoré. L'entretien entre le président de la République et le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. Depuis 1963, cette institution financière et notre pays sont ensemble. Une cinquantaine d'années de coopération avec à la clé plus de 1000 milliards de francs CFA investis dans divers secteurs de développement au Mali, parmi lesquels la santé, l'éducation, l'agriculture, entre autres. Imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, c'est ce à quoi travaille désormais le nouveau directeur de la Banque mondiale pour le Mali, lequel a saisi cette audience avec les chefs de l'État pour dévoiler ses priorités. Notre priorité, pour dire les choses comme elles sont, c'est vraiment d'accompagner les efforts du gouvernement pour, stabiliser, n'est-ce pas, au plan social et politique, la situation, faire en sorte que l'État revienne rapidement dans les zones du Nord. Deuxièmement, relancer l'économie pour qu'on puisse répondre au défi de l'emploi des jeunes. Notre défi aujourd'hui, c'est faire en sorte que l'économie malienne puisse créer des emplois pour répondre, n'est-ce pas, à la population de jeunes qui arrivent sur le marché. Et nous finançons pour cela un certain nombre d'opérations, de projets qui ont pour vocation de faciliter, n'est-ce pas, la mobilisation, n'est-ce pas, de ce type d'opportunités. Après le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le président de la République s'est entretenu avec le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Principal sujet de discussion, la promotion et la protection de la petite enfance. Pour le responsable de l'organisation onusienne, les efforts doivent être poursuivis pour améliorer davantage la situation des tout-petits. Beaucoup de choses qu'il faut essayer sur lesquelles il faut avancer. On parlait notamment de la petite enfance, la prise en charge de la petite enfance, les questions d'eau qui tiennent à cœur beaucoup au président en ce moment, la disponibilité de l'eau dans certaines zones du pays où il faut travailler plus là-dessus, les questions de nutrition. Donc toujours plutôt se poser la question de ce qui reste à faire plutôt que de ce qui a déjà été fait. Justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement du chef de l'État ? Son engagement, mais son engagement il est là, donc il est clair, il est évidemment très engagé. On est aux côtés des Maliens, c'est ça que nous avons tenu à réitérer, aux côtés des Maliens au niveau le plus décentralisé, mais aussi aux côtés de l'État et du chef de l'État. Avec les différentes personnalités, le président de la République a réitéré sa totale disponibilité à œuvrer pour le bien-être de la petite enfance d'une part et d'autre part à engager des actions vigoureuses pour sortir le Mali du marasme économique. Le rapport mondial sur le suivi de l'éducation pour tous à l'horizon 2020 a été présenté hier aux députés et remis au président de l'Assemblée nationale. Par cette activité, il est demandé aux élus de faire une large vulgarisation de ce document et plaider auprès des décideurs pour une augmentation plus accrue du budget alloué à l'éducation. Compte rendu, Mohamed Diarra. Le train de l'éducation pour tous qui a pris le départ à Dakar en 2000 et qui était attendu à la gare n'arrivera pas à l'heure. En effet, l'engagement des dirigeants à atteindre les objectifs mondiaux de l'éducation pour tous en 2015 a été prolongé de 5 ans. Serons-nous au rendez-vous de 2015 ? Tous les enfants en âge d'aller à l'école, y seront-ils effectivement en 2015 ? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, assurément non. La bataille, notre bataille pour l'atteinte de la scolarisation universelle, a fortiori celle de l'éducation pour tous, est loin d'être gagnée. Et le Mali n'est pas le seul pays dans cette situation. C'est ce qui ressort du 11e rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous 2013-2014. Le document remis au président de l'Assemblée nationale fait sans complaisance le diagnostic du système éducatif mondial et singulièrement de celui de l'Afrique. Sur les 6 objectifs que s'étaient fixés les gouvernants, le rapport 2014 prend en compte le 6e axe relatif à l'enseignement de qualité. Il est indispensable pour nous d'avoir un enseignement de qualité dispensé par des enseignants bien formés de qualité, afin que le produit aussi soit de qualité. Par ailleurs, le rapport nous apprend que l'apprentissage est inaccessible pour 57 millions d'enfants dans le monde. Pour donc améliorer la qualité de l'enseignement, le document propose par exemple plus de rigueur dans la sélection des enseignants, leur formation continue.
En ce qui concerne le ratio élève-maître, le Mali a enregistré des résultats appréciables. Entre 2006 et 2011, le rapport élève-maître, REM, tout statut confondu, est passé de 53 pour 1 à 49 pour 1. Avec 66 élèves pour 1 maître et 60 pour 1, il reste très élevé dans le public. Cette tendance générale à la diminution dissimule des disparités importantes par statut d'école. Les écoles communautaires ayant le plus bas, REM, 36 pour 1, et les écoles publiques le plus élevé, 60 pour 1. Sur la base du modèle de simulation, l'objectif de 52 élèves par maître est atteint en 2011 pour l'ensemble public plus communautaire, avec 47 élèves par maître. Le défi est donc d'inciter le gouvernement à investir plus dans l'éducation. Et pour ce faire, le soutien des députés est plus que jamais nécessaire. Nous savons que les maîtres sont insuffisants au niveau du système et que certains d'entre eux sont mal formés. Par conséquent, leur formation, l'amélioration de leurs conditions de travail et leurs plans de carrière sont autant de questions auxquelles nous consacrerons beaucoup d'attention. Je voudrais vous réaffirmer ma conviction que le développement repose sur un investissement constant dans l'éducation afin d'avoir des ressources humaines de qualité. C'est dire que sans éducation, il n'y a point d'avenir. Les uns et les autres ont fait des suggestions et contributions devant permettre au Mali d'être au rendez-vous de l'autre échéance, à savoir 2020. Les travaux de la 5e session du comité exécutif national de l'agriculture ont démarré hier à la primature sous la présidence du Premier ministre, chef de gouvernement. L'objectif recherché est de faire de l'agriculture le moteur de développement de notre pays. L'un des éléments phares du plan présenté par le ministre du Développement rural est l'affectation de 15% du budget national au secteur développement. Reportage Youssouf Diakité. Faire de l'agriculture le moteur de la croissance au Mali, voilà toute la substance de ce plan de campagne 2014-2015 qui est présenté ici par le ministre du Développement rural à la faveur de la 5e session du comité exécutif national de l'agriculture. L'objectif recherché par les autorités est de prévenir surtout l'insécurité alimentaire et d'atteindre les objectifs de développement durable, particulièrement en faveur du monde rural. Le montant total de la campagne s'élève à plus de 176 milliards de francs CFA. Un État doit être ambitieux. Et vraiment, le Mali est ambitieux. Au développement rural, nous sommes ambitieux. Le peuple malien doit manger en quantité et en qualité. Savez-vous qu'à l'échelle des pays du SILS, il y a un engagement à aménager 600 000 hectares d'ici l'an 2020. Et la communauté des bailleurs estime que le Mali recèle la moitié de ces 600 000. Et nous avons pris l'engagement d'aménager 350 000 hectares. Je pense que d'abord c'est la volonté, nous avons les ressources et nous avons la confiance des bailleurs. L'élaboration de ce plan de campagne intervient dans le contexte de post-crise politique, institutionnelle et sécuritaire. Le plan en question met en exergue l'ambition du président de la République de faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique du pays et du Mali une puissance agricole exportatrice à l'horizon 2018. Ce plan doit être proposé à notre approbation. Nous l'examinerons. S'il y a des recommandations complémentaires à effectuer, nous les ferons sur la base des amendements que nous lui apporterons. Donc le plan définitif sera soumis à l'appréciation du président de la République dans le cadre du Conseil supérieur de l'agriculture. Les objectifs sectoriels à atteindre sont énormes. Il s'agit notamment de la souveraineté et la sécurité alimentaire du pays, la réduction de la pauvreté rurale, la modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie. Ces objectifs, ont précisé tous les intervenants, ne peuvent être atteints sans la conjugaison des efforts et une véritable complicité autour de la question. Échec scolaire, définition, cause, conséquences et solutions, c'est le thème de la conférence organisée par les élèves de la Cité des Askia en présence de l'administration scolaire et des parents d'élèves. Conscients du taux d'échec élevé dans la région durant les 3 dernières années, les élèves ont pris conscience de faire de l'école un lieu d'apprentissage et de la connaissance. Compte rendu Drissa Koné.
Il y a de cela une décennie, la région de Gao faisait partie des meilleures régions en matière scolaire. Mais ces 3 dernières années, le taux d'échec scolaire a grimpé. Cette situation inquiète non seulement les parents et les élèves, mais aussi l'administration scolaire. Par exemple, le taux de réussite au bac, toutes séries confondues, était d'environ 40% avant la crise. Actuellement, ce taux est de 15% avec un nombre important de redoublements au primaire. Ces différents aspects ont suscité une prise de conscience chez les élèves. Notre école est malade, vraiment très malade. Alors, diagnostiquons-la, situons les responsabilités, changeons de comportement et proposons des remèdes constants et durables. J'ai des capacités énormes pour construire mon pays, mais malheureusement, il me manque ce que vous avez la chance d'avoir, l'éducation scolaire. L'administration scolaire, les parents d'élèves et les cadres présents à la conférence ont tous salué l'initiative. Au cours des échanges, le thème échec scolaire, définition, cause, conséquences et solutions a été largement débattu par les intervenants. Ce jour est un grand événement car il s'agit d'une prise de conscience d'un élément déterminant de l'école. Il s'agit bien sûr des élèves. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, nous avons un slogan pieux, un slogan que nous cherchons vraiment à vulgariser, à atteindre, ce qu'on parle d'école apaisée et performante. Pour atteindre une performance scolaire, l'adhésion au bureau de coordination régionale de Gao est conditionnée à l'obtention de 12 de moyenne. Voilà, on a bien dansé. Toujours à Gao, le réseau des communicateurs traditionnels de la localité vient d'organiser une soirée culturelle, une activité au cours de laquelle des messages de paix et de vivre ensemble ont été donnés. Cette activité de réconciliation s'inscrit dans le cadre du projet Yafa, en cours depuis 8 mois, initié par l'ONG ENDA de Gao et ses partenaires. Nous retrouvons le compte-rendu de Drissa Koni. Réconcilier passe également par la valorisation de la culture du terroir. Pour qui connaît la cité des Askia, les soirées culturelles sont très riches. Cette richesse est exploitée par Enda Gao et le réseau des communicateurs traditionnels pour consolider le triptyque réconciliation, paix et vivre ensemble. Il s'agit d'impulser une dynamique coutumière dans l'atteinte des objectifs. Ainsi, les Garassa de Gao, appelés Nyamakala au sud, veulent recoudre les liens sociaux en perte de confiance. On est là, on lutte aussi. Là, les gens pensent que la paix là, c'est très facile. Mais ce n'est pas facile comme c'est facile. Cette activité se déroule autour de la danse Takamba qui a toujours été un facteur de cohésion sociale, un véritable outil de rétablissement et de renforcement des rapports sociaux intercommunautaires, nous décryptent les communicateurs traditionnels de Gao. Pour mieux véhiculer les messages de paix, 70 communicateurs traditionnels, 8 artistes et chanteurs issus de toutes les communautés sillonneront les 24 communes de la région de Gao. Nous avons mené tant d'activités telles que les concertations communautaires, les prêches, les groupes de parole, les forats. Nous nous sommes dit pourquoi pas introduire la culture là-dedans. C'est les traditionalistes ayant grande rhétorique, grande éloquence, un grand style, et pour convaincre et réveiller en nous pour que nous revenions ensemble dans la paix et dans la cohésion sociale. Le Récotrade, qui bénéficie déjà de l'appui de l'UNICEF dans ses activités, a été accompagné dans cette campagne par Enda Gao. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Yafa en cours depuis 8 mois. Il a pour objectif la culture de la cohésion sociale. La parole. La chronique santé du jour parle de certains aspects du travail de l'orthophoniste. L'orthophoniste est un spécialiste paramédical qui traite les troubles spécifiques du langage, de la parole, de la voix ou de la déglutition. Dans ce reportage, il est question de la prise en charge d'une personne qui a perdu la parole après un accident vasculaire cérébral et d'enfants qui à 3 ans ne parlent pas ou pas suffisamment. Focus Santé, une réalisation de Kessira Emmanuel Dambélé. Ah, ça s'appelle le pigeon. Scène pathétique dans le bureau d'un orthophoniste, un haut cadre de banque en séance de rééducation et qui n'est pas capable de lire correctement le chiffre 14, de citer les 7 jours de la semaine ou les lettres de l'alphabet jusqu'à F. Il y a 1 an de cela, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant provoqué chez lui une aphasie. Quand vous voyez ce monsieur, il est tout à fait normal du point de vue physique quand vous le voyez. Ce monsieur, il a des difficultés.
par rapport à son stock lexical, il n'arrive pas à accéder à ces mots. Il connaît les mots, mais il n'arrive pas à les prendre, il n'arrive pas à les puiser dans son stock lexical pour pouvoir dénommer un objet. Par exemple, on lui montre l'image du chien, c'est toute une peine pour pouvoir dénommer le mot chien. Ou encore, on lui dit de dire perroquet, il dit piro, ou encore... donc, il utilise des circonlocutions, comme par exemple, pour pouvoir dire un mot, alors qu'il ne devrait pas le dire. Donc, ça doit être fluent, ça doit être automatique. Je te montre l'image du chien, tu dois pouvoir dire c'est le chien. Donc, les chiffres sont compliqués pour lui. Au lieu de dire 25, il ne peut pas dire 25, il ne peut pas lire, il a des difficultés de lecture aussi, des difficultés même pour écrire. C'est vrai qu'une pareille perte de la parole peut être due aussi à une atteinte du cerveau liée à une tumeur ou à un accident de la voie publique. En plus du suivi régulier de sa tension artérielle, notre patient qui préfère garder l'anonymat réapprend à écrire, à lire et à compter chez un orthophoniste. On utilise le matériel orthophonique. C'est un matériel conçu uniquement pour ce genre de cas. Puisque c'est le cerveau, on travaille avec le cerveau, on joue avec le cerveau. On stimule le cerveau à travers ces activités-là. Nous avons les imagés, par exemple. OK? Les imagés. Tout ça, ça permet à la personne, OK, de se souvenir de l'image de l'objet et de pouvoir dénommer cet objet-là ou cette image-là. En fonction des lésions et de la précocité de la prise en charge, certains patients arrivent à récupérer. L'orthophoniste prend également en charge le retard de parole et du langage qu'on rencontre chez les enfants. Vous allez voir chez ces enfants qu'ils sont incapables de dire Moussa. C'est certain. Au lieu de dire Moussa, ils disent Mouta. Au lieu de dire gâteau, ils disent dato. Au lieu de dire crocodile, ils disent totodile. Ça devrait s'améliorer. Les parents croient que ça va s'améliorer dans le temps. Il y a certains cas qui s'améliorent, mais certains cas, il faut y en suivre. Ici, ça dépasse 4 ans ou 3 ans et demi, il faut s'inquiéter. Le retard de parole, ça veut dire quoi? La déformation s'effectue au niveau du mot. Mais quand il s'agit du retard de langage, c'est la structure même de la phrase qui est atteinte. Donc l'enfant est incapable de dire « je vais au marché », par exemple. Ça c'est sujet, verbe, complément. Il va dire « marcher, va, je ». Il va inverser. Il va déplacer. C'est la structure même de la phrase qui est atteinte. Alors que dans le retard de parole, c'est le mot qui est déformé. Soit l'enfant fait des inversions. Au lieu de dire lavabo, il dit valabo. Okay? Soit il fait des omissions. Okay? Crocodile, il dit trotto. Il n'achève pas. Ces problèmes de retard de langage et de la parole prennent souvent source à la maternité. Les difficultés sont liées à la naissance, au moment de l'accouchement. L'accouchement peut être difficile. Okay? Quand l'accouchement devient difficile et que l'enfant n'a pas crié à la naissance, on le réanime même une seconde. Il faut être sûr que l'enfant aura des problèmes d'élocution si on ne prend pas tout en charge. Il peut y avoir encore au moment autour de la famille. Donc, papa est tout le temps absent. Maman ne donne pas trop de temps à l'enfant. Maman le laisse à la bonne. Il part à la crèche ou bien il part au travail. Donc, ça fait que l'enfant n'est pas dans un bain langagier. Donc, ça fait que l'enfant, au lieu de parler à 1 an, l'enfant va prendre 1 an et demi pour parler. Le retard de la parole et du langage peuvent se retrouver chez la même personne. Seul un bilan chez un orthophoniste peut permettre de mesurer les besoins en matière de rééducation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Pour les éditions du soir, vous avez rendez-vous avec Aoui Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.